Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 25 septembre 2025. Notre nouvelle invitée est Helena Coben, écrivaine et chercheuse. Son dernier livre s'intitule « Comprendre le Hamas et pourquoi c'est important ». C'est un sujet important pour beaucoup d'entre nous aujourd'hui, car lorsqu'on regarde ce qui se passe au Moyen-Orient et à l'ONU, beaucoup de gens parlent d'une solution à deux États. Quel était l'argument de la part de ces pays, les nouveaux pays qui ont reconnu l'État de Palestine? Je parle du Royaume-Uni, de la France, de l'Australie et du Canada. Ils disaient « la Palestine sans le Hamas ». Beaucoup d'entre nous ne savent pas qui est le Hamas. À votre avis, qui est le Hamas et quelle est l'importance de cette organisation pour la Palestine? Eh bien, par où commencer? Merci de m'accueillir, Nima. C'est un plaisir d'être avec vous. J'ai beaucoup apprécié regarder vos diffusions en direct au cours de l'année écoulée. Je tiens à préciser d'emblée que ce livre a été coécrit avec Rami Khouri, qui est palestinien. Sa famille est originaire de Nazareth. J'ai grandi en Angleterre et j'étudie la situation politique palestinienne depuis, mon Dieu, en fait 50 ans maintenant, ce qui me fait me sentir terriblement vieux. Mon premier livre s'intitulait « L'Organisation de libération de la Palestine » et il est sorti en 1984, à une époque où il y avait une énorme diabolisation de l'OLP. Donc vous savez, j'ai absorbé toutes ces critiques du genre « Oh, c'est antisémite et tout ça ». Vous savez, donc j'ai vécu cela. Bon, d'accord, c'était il y a 40 ans. Et nous avons eu à peu près la même chose avec ce livre que Rami et moi avons publié l'année dernière parce que, vous savez, je pense que la diabolisation du Hamas a été avant tout très délibérée. Beaucoup de gens ont même peur de prononcer le mot. Ou alors, s'ils sont autorisés à y penser, il faut, comme « est-ce que vous condamnez le Hamas ?» Et avant de dire quoi que ce soit comme, vous savez, peut-être que les Israéliens ne devraient pas commettre un génocide ou autre dans le discours public occidental, il faut dire « je condamne le Hamas ». Eh bien, vous savez, Rami et moi étions très clairs sur le fait qu'il s'agissait d'un piège. Nous devons être capables de comprendre ce mouvement. En fait, en 2006, il a participé de bonne foi à une élection parlementaire à l'échelle des territoires occupés, avec le soutien et l'encouragement non seulement du gouvernement israélien de l'époque, mais aussi du gouvernement américain, du gouvernement britannique, du gouvernement français, tous ces gouvernements qui disent actuellement « Oh, vous savez, nous ne pouvons rien faire tant que le Hamas est encore là ». Ils ont soutenu ce mouvement, la participation du Hamas à cette élection parlementaire, et ensuite, le Hamas a remporté l'élection. Donc, je pense que, en ce qui concerne l'histoire du mouvement, d'ailleurs, le mot Hamas signifie Harakat al-Mukawama al-Islamiyya. C'est un acronyme de 3 mots qui veulent dire en anglais le mouvement de résistance islamique. Nous pourrons revenir un peu sur son histoire dans un instant, mais je veux simplement souligner que leur victoire inattendue à cette élection de 2006, je le précise parce qu'évidemment par la suite, Israël, les États-Unis et toutes les nations occidentales qui prétendent croire en la démocratie, aux élections libres et équitables, etc., se sont acharnés contre le Hamas, même si l'élection avait été jugée libre et équitable par le Carter Center à Atlanta, en Géorgie, et par une mission d'observation de l'UPL. Donc, je considère leur succès à cette élection comme un succès catastrophique. Et c'est un peu de cette façon que je vois la sortie du camp de concentration de Gaza qu'ils ont organisé le 7 octobre 2023, il y a presque exactement 2 ans. Ce fut un succès catastrophique. Vous savez, ils ont réussi, probablement au-delà de ce qu'ils espéraient ou imaginaient. Et ensuite, les puissances du monde occidental se sont abattues sur eux en soutenant l'armée israélienne de la manière la plus horrible qui soit. Donc, les origines du mouvement,
Nous expliquons beaucoup de choses dans notre livre, c'est pourquoi j'encourage vraiment les gens à l'acheter. Il contient une chronologie et un glossaire. L'objectif est que les personnes qui ne sont pas spécialistes puissent simplement se dire « D'accord, parlons de Hamas. N'acceptons pas cette diabolisation. » C'est pourquoi j'encourage les gens à acheter le livre. Il est basé sur des webinaires que Rami et moi avons organisés avec 5 personnes qui sont de véritables experts du Hamas. 4 d'entre eux ont écrit des livres, certains en ont écrit plusieurs, sur l'histoire du mouvement. Nous avons donc eu 5 conversations vraiment riches et passionnantes avec ces 5 personnes et nous avions les transcriptions. Et puis je me suis dit, tiens, je sais comment faire des livres parce que j'ai en fait passé pas mal de temps en tant qu'éditeur. Alors faisons-en un livre. Et le livre est sorti il y a environ 1 an, en septembre ou octobre de l'année dernière, et il se vend très bien depuis, partout dans le monde. Même si beaucoup de librairies et d'endroits ont très peur d'organiser un événement autour du livre ou d'accueillir l'un de ses auteurs controversés, parce qu'il pourrait dire quelque chose à propos du mot en H, vous savez, qui dérange les gens. Donc oui, les origines du Hamas remontent à la question palestinienne. Avant d'aborder les origines du Hamas, Elena, voici le livre, et vous pouvez trouver le lien dans la description de cette vidéo. Vous pouvez y aller et acheter le livre. J'ai vérifié sur Amazon, il est également disponible là-bas. Donc, cela dépend de notre public. Si vous souhaitez lire le livre, ce que je recommande vivement, vous pouvez l'acheter et le lire vous-même. Maintenant, passons aux origines du Hamas. Merci pour la publicité, Nima. C'était super. Donc oui, les origines du Hamas, en résumé, proviennent de la branche palestinienne des Frères musulmans, qui est une sorte d'organisation tentaculaire fondée en Égypte dans les années 1930 et qui possède différentes sections ou branches dans diverses parties du monde arabe. Beaucoup d'entre elles ont évolué de manière différente. Celle en Palestine, qui a longtemps été liée à la branche en Jordanie, a été, pendant de nombreuses années, politiquement quiétiste. Il ne voulait pas vraiment s'impliquer. Vous savez, il ne voulait pas se salir les mains avec la politique. Il ne voulait pas entrer dans la sphère politique. Il se concentrait sur le fait de mener une bonne vie musulmane, affaires familiales, lecture du Coran et éducation de leurs enfants. Leurs membres ont toujours eu un niveau d'éducation très élevé. Ils comptent de nombreux professionnels, médecins et ingénieurs, parmi leurs dirigeants. Puis, en décembre 1987, un cataclysme a éclaté dans l'ensemble des territoires occupés, appelé la première intifada. Il s'agissait d'une protestation citoyenne, un mouvement populaire massivement non-violent s'inspirant globalement de Gandhi. Ils ont boycotté les institutions israéliennes. Ils ont développé l'autosuffisance. Vous savez, toutes ces façons d'essayer d'obtenir leur indépendance par des moyens non violents. Mais c'était massif. C'était un cataclysme, parce que les Israéliens en 1947 occupaient déjà ces terres depuis 20 ans. Bien que, comme nous le savons tous, ou du moins je l'espère, le droit des conflits internationaux stipule que si vous saisissez des terres lors d'une guerre, vous devez les rendre dans le cadre d'un règlement de paix. Eh bien, les Israéliens ne les ont jamais rendus. Donc, nous voilà, bon sang, près de 70 ans plus tard, et ils n'ont toujours pas rendu la Cisjordanie et Gaza. Et en effet, ils ont largement pillé les ressources, comme nous le savons. Mais ces réseaux et sections locales des Frères musulmans palestiniens se sont réunis et ont dit « Écoutez, nous devons rejoindre ce soulèvement ». Je pense que soulèvement est la meilleure traduction du mot intifada, et ils l'ont fait, apportant à l'intifada leurs compétences organisationnelles très affûtées et devenant une force majeure dans la politique palestinienne très rapidement. Donc depuis lors, eh bien à ce moment-là,
L'OLP dirigeait toujours la direction nationale des Palestiniens, aussi bien ceux de la diaspora que ceux de la patrie. En 1987, la direction nationale de l'OLP, Yasser Arafat et ses proches, étaient encore à Tunis, où ils avaient été expulsés en 1982. Ils ne sont revenus dans les territoires occupés qu'en 1995, après la conclusion des accords d'Oslo. Donc, les accords d'Oslo, j'étais en fait présent sur la pelouse de la Maison-Blanche lorsque Yasser Arafat, Bill Clinton et Yitzhak Rabin se sont tous serrés la main, et c'était incroyable. Pour moi, j'avais subi toute cette diabolisation pour avoir soutenu l'OLP pendant si longtemps. Vous savez, je ne soutenais pas l'OLP, je ne suis pas palestinien, mais je soutenais le droit des Palestiniens à générer leur propre direction nationale. Et vous savez, il faut comprendre ce qu'est cette direction nationale. Et puis, soudainement, il y a des membres du Congrès, en septembre 1993, qui faisaient la queue pour serrer la main de Yasser Arafat, comme s'il était leur meilleur ami. C'était très étrange, mais c'est arrivé. Et le prix qu'il a payé, lui et l'OLP, pour cette reconnaissance par Washington, par Bill Clinton, et pour la possibilité de retourner sur la terre natale, ce qui était leur objectif principal, le prix qu'ils ont payé, c'est qu'ils ont signé ces accords, appelés les accords d'Oslo, qui, essentiellement au cours des 32 années qui ont suivi, ont transformé, en fait, très rapidement, dans les années 1990, l'OLP en une sorte de sous-traitant docile de l'occupation israélienne. Ce qui m'a beaucoup attristé, car je connais beaucoup de ces personnes, et ils ont pris une décision que je pense désastreuse pour leur peuple. Ainsi, au milieu des années 1990, en 1986, il y a eu la première élection présidentielle pour cette entité appelée l'Autorité palestinienne, l'AP, dont le nom complet d'ailleurs est l'Autorité palestinienne intérimaire d'autogouvernement. Mais vous savez, dans le discours occidental, on l'appelle l'AP et on omet d'une certaine manière ce côté intérimaire. Cela devait durer 5 ans, vous savez, et cela dure maintenant depuis plus de 30 ans, cette autorité palestinienne. Ils ont donc organisé leurs premières élections législatives en 1996 et les membres du Hamas ont eu de véritables discussions approfondies pour savoir s'ils devaient y participer ou non, car ils étaient très opposés à tout le concept d'Oslo et ils ont décidé de ne pas participer. Désolé. En 1996, ils ont décidé de ne pas participer. Mais celui qui plaidait le plus fortement en faveur de leur participation était en réalité Ismail Haniyeh, qui a été élu Premier ministre lors des élections 10 ans plus tard en 2006 et que les Israéliens ont tué à Téhéran, je crois, à la fin de l'été 2024. Il était donc un modéré au sein du spectre du Hamas. Hamas possède des sections distinctes, des branches séparées. Eh bien, traditionnellement, avant octobre 2023, il y avait une branche en Cisjordanie, une branche à Gaza et une branche dans l'ensemble de la diaspora palestinienne qui, comme vous le savez, est très vaste. Et point crucial, leur branche la plus importante était celle à l'intérieur des prisons israéliennes, car de nombreux dirigeants au fil des années ont été incarcérés. Comme nous le savons, Yahya Sinwar a été emprisonné pendant longtemps avant d'être libéré lors d'un échange de prisonniers. Donc, vous voyez, il s'agit d'un mouvement politique doté d'une aile militaire, ce qui devrait être très très familier à toute personne ayant étudié les mouvements anticoloniaux au cours des 150 dernières années. Ce qui m'étonne vraiment, c'est que nous savons qu'à un certain moment, le gouvernement israélien, Benjamin Netanyahou et son parti, a décidé d'aider le Hamas, de soutenir le Hamas, parce qu'il considérait Arafat comme quelqu'un avec qui il ne pouvait pas travailler, puisque Arafat voulait obtenir quelque chose sur le plan politique, un accord. Mais Israël n'était pas satisfait de cela.
C'est pourquoi ils ont commencé à aider le Hamas et le mouvement du Hamas. Quand cela s'est-il produit? Et selon vous, quelle en était la principale raison? Était-ce parce qu'ils pensaient qu'ils allaient subir beaucoup de pression de la part des pays occidentaux, de la communauté internationale? Est-ce pour cela qu'ils ont commencé à aider et à créer une sorte de chaos au sein de la Palestine? Quel est votre avis là-dessus? Vous savez, j'ai grandi en Angleterre à une époque de décolonisation. J'ai donc beaucoup étudié l'histoire coloniale britannique. D'ailleurs, je l'étudie encore plus aujourd'hui, car c'est vraiment plus important que jamais. Mais vous savez, diviser pour mieux régner, c'est comme le pain et le beurre. C'est la base du gouvernement impérial, du gouvernement colonial. Au début des années 1980, par exemple, avant l'existence du Hamas, il y avait la confrérie musulmane palestinienne. Et là, à Gaza, d'ailleurs, il faut comprendre que Gaza a toujours été le creuset du nationalisme palestinien à l'époque moderne, car Gaza est l'endroit où se trouve la plus forte concentration de réfugiés palestiniens et qui se situe sur le territoire national palestinien. Vous savez, la Cisjordanie compte peut-être une population de réfugiés plus importante, je n'en suis pas certain, mais la concentration, vous savez, dans la population est bien plus faible que celle de Gaza. Donc, au début des années 1980, à Gaza, il y avait un mouvement palestinien de gauche assez fort. Il y avait des communistes. C'est à ce moment-là, je crois que c'était Ariel Sharon qui était soit le... J'oublie quelle était sa fonction au début des années 1980. Ah, bien sûr, je sais ce qu'il était, puisqu'il a envahi le Liban en 1982, donc il était ministre de la Défense. Il a effectivement, et par exemple, a accordé des permis à la confrérie des frères musulmans pour construire des mosquées tout le long de la bande de Gaza. Et en fait, ces mosquées sont vraiment intéressantes car elles ont toutes 2 étages. Il y a un étage pour que les hommes se rassemblent et prient, puis il y a un étage supérieur de la même taille pour que les femmes se rassemblent et prient. Vous savez, le Hamas a des idées très intéressantes sur l'inclusion des femmes dans toutes les formes de vie publique, y compris la vie religieuse. J'ai été par exemple à Gaza, et je crois que c'était soit en 2006, soit en 2009, probablement en 2006. J'y suis allée avec les femmes du Hamas, qui disposent de réseaux très bien organisés, pour visiter certaines de leurs maternelles, ainsi que des écoles et des projets qu'elles géraient. Et ils avaient, à ce moment-là, je crois qu'ils avaient 2 ministres et 4 parlementaires élus. Et l'une de ces ministres, la Dr Jamila Shanti, était une femme redoutable, une organisatrice vraiment exceptionnelle. Les gens ne savent pas cela à propos du Hamas, leur engagement en faveur de l'autonomisation et de l'inclusion des femmes. Dans le livre, nous avons même une petite discussion avec quelqu'un qui disait qu'il y avait eu des voix au sein du Hamas affirmant qu'une femme pourrait être la dirigeante nationale, pas seulement une parlementaire. Bref, pour revenir aux années 1980, désolé, j'ai tendance à faire quelques digressions. Ensuite, ils soutenaient les frères musulmans, l'ancêtre du Hamas, si l'on veut, contre les gauchistes et les communistes. Plus tard, dans les années 90, ils soutenaient parfois le Hamas contre l'OLP. Mais au milieu des années 90, le Hamas est devenu tellement en colère contre Oslo, contre la trahison des dirigeants de l'OLP à Oslo et contre les conditions terribles dans les territoires occupés, qu'ils ont commencé à lancer je ne pense pas qu'ils les aient qualifiés d'opérations terroristes, mais ils disaient, vous savez, si notre peuple, si nos civils doivent subir votre terreur, alors nous allons aussi riposter contre vos civils. Et c'était une période difficile pour les gens vivant en Israël, en Cisjordanie et à Gaza, une période violente.
Donc si l'on avance jusqu'à cette période, disons les années 2010, lorsque Gaza était gouverné par le Hamas après la scission entre Gaza et la Cisjordanie, il y avait une certaine pression, peut-être de la part de l'Occident, pour que Netanyahou et les autres gouvernements israéliens fassent des concessions à Abu Mazen. Ils ont alors conclu cet accord avec le Qatar, par lequel l'argent qatari est entré à Gaza et a permis de soutenir de nombreuses institutions sur place. Et c'est Netanyahou et ses hommes qui ont organisé cela, précisément dans le cadre de cette stratégie de diviser pour mieux régner tout ce qui pouvait affaiblir l'autorité palestinienne à Ramallah. J'ai un collègue qui s'appelle Tarek Bakoni et qui a écrit un livre intitulé Hamas Contained, vous savez, et c'était, je pense, l'objectif de Netanyahou. Je crois que le livre de Tarek est sorti peut-être début 2023, même si le titre est vraiment mauvais. Et il était clair que le Hamas n'était pas contenu et que, en réalité, ils avaient organisé cela d'un point de vue organisationnel. Leur réussite dans l'organisation de l'attaque du 7 octobre a été très surprenante pour tous les Israéliens et choquante. J'ai d'ailleurs écrit depuis que les Israéliens ont perdu tout contrôle. Ils sont devenus dérangés. Car ce que le Hamas a accompli le 7 octobre n'était pas seulement de s'évader du camp de concentration de Gaza, ce qui impliquait de désactiver de manière très intelligente tout l'appareil de surveillance sophistiqué qui encerclait Gaza. Mais ils ont ensuite détruit les clôtures, se sont rendus au quartier général de la brigade de Gaza de l'armée israélienne et s'en sont emparés, tuant ou capturant tous les officiers supérieurs qui s'y trouvaient. Ensuite, ils se sont dirigés vers le quartier général du commandement sud de l'ensemble de l'armée israélienne et s'en sont emparés également, capturant ou tuant à nouveau les officiers supérieurs présents, ainsi que certains des observateurs subalternes et d'autres personnes. D'un point de vue opérationnel pour l'armée israélienne, c'était totalement impensable et chaotique. Leur réaction a été chaotique, envoyant des chars et des hélicoptères venus, on ne sait d'où, d'autres régions d'Israël pour tenter de reprendre le contrôle des territoires qu'ils avaient perdus. Mais cela a aussi brisé leur sentiment d'inviolabilité, ce sentiment de domination qu'ils utilisaient pour soutenir ce qu'ils appellent la dissuasion. Ainsi, la crédibilité de l'ensemble de leur posture dissuasive a été percée en seulement quelques heures. Je pense que cela explique la férocité et la vilainie de la contre-attaque israélienne. Bien que vous savez, comme je l'ai noté à partir de ma propre étude de 500 ans de colonialisme occidental, pour les personnes qui dirigent les empires coloniaux occidentaux, pour eux, souvent, la cruauté est le but. Vous savez, ils veulent donner une leçon aux indigènes. Et si les indigènes ne comprennent pas la leçon, alors il faut plus de cruauté. Donc, vous savez ce qui s'est passé, ce qui se passe aujourd'hui même, Nima, pour le peuple de Gaza est presque inimaginable pour quiconque pense, vous savez, oh, l'Holocauste juif en Allemagne ne se reproduira jamais. Et au moins, soyons clairs, les nazis éprouvaient de la honte pour ce qu'ils faisaient aux Juifs, aux Roms et aux personnes homosexuelles dans leur camp d'extermination. Ils construisaient de hauts murs autour d'eux. Ce n'est que bien plus tard que la vérité sur les machines à tuer, cette mise à mort industrialisée, est sortie. Dans l'offensive israélienne actuelle contre Gaza, il ne s'agit pas seulement d'une absence de honte. Il y a souvent des démonstrations publiques de joie face à la cruauté. Nous sommes donc confrontés à une situation très complexe. L'une des choses que nous devons faire pour y faire face, c'est de comprendre qui étaient ces personnes, le Hamas, qui a lancé l'attaque du 7 octobre 2023. Et c'est ce que nous essayons de faire. Vous savez, tout ce que vous et les personnes qui regardent ceci pouvaient faire pour simplement essayer, vous savez, de rester rationnel.
Ne soyez pas, vous savez, déséquilibrés comme les Israéliens. Réfléchissez à la manière dont nous pouvons réellement mettre en place une négociation avec ces personnes qui fonctionnent, car ils ont indiqué, de nombreuses fois ils l'ont affirmé, qu'ils sont ouverts à la négociation. Ils veulent rejoindre l'Organisation de libération de la Palestine, qui est l'organisme principal du mouvement national palestinien. Ils ont dit qu'ils étaient tout à fait prêts à discuter d'une solution à 2 États sous certaines conditions. Donc vous savez, si nos gouvernements nationaux continuent simplement à diaboliser le Hamas, cela n'arrivera jamais. Mais heureusement, il y a de nombreux gouvernements à travers le monde qui comprennent que le Hamas doit être inclus dans toute résolution de conflit et dans toute démarche visant réellement à mettre fin à l'occupation israélienne. Si je comprends bien, juste pour comprendre le mouvement, il a commencé, comme vous l'avez mentionné, en tant que mouvement religieux, puis s'est transformé en mouvement politique et militaire en Palestine. De quoi s'agissait-il? Pensez-vous que cela était dû à un certain besoin au sein de la société là-bas qui les a placés dans cette position particulière? Parce que vous avez mentionné qu'en 2006, ils ont remporté les élections. Vous savez, c'est un groupe qui est apparu de nulle part. Un mouvement religieux qui arrive, prend tout et se transforme en mouvement politique. Et cela a été une transformation énorme pour le mouvement. Qu'est-ce que c'était? Quel était le besoin dans la société palestinienne qui les a amenés à cette position? Donc, ils n'étaient pas petits ou insignifiants avant 2006. Je veux dire, ils sont présents partout où il y a des Palestiniens, honnêtement. Il est important de reconnaître que la plupart des grandes familles dans la société palestinienne comptent des membres qui soutiennent le Fatah, d'autres le Front populaire et d'autres encore le Hamas. Donc vous voyez, c'est vraiment une affaire de famille. Il y a des dirigeants dans toutes ces organisations qui ont des frères et sœurs dans des organisations rivales. C'est quelque chose de très intime au sein des familles. Je pense que cela mérite d'être souligné. Pourquoi sont-ils entrés en politique? Je pense que juste, vous savez, avant que la première intifada n'éclate en décembre 1987, ils se concentraient simplement sur des questions religieuses, familiales et sociales. Une fois que l'intifada a commencé, une fois que l'occupation israélienne de la Cisjordanie et de Gaza a dépassé son 20e anniversaire, je pense qu'ils ont réalisé nous devons nous engager en politique. Et donc, vous savez, ils sont engagés en politique depuis lors. Vous savez, je fais partie de cette organisation religieuse ici aux États-Unis et ailleurs appelée les Quakers. Je ne sais pas à quel point vous connaissez les Quakers, mais nos origines remontent au soulèvement protestant en Angleterre au XVIIe siècle. Et nous faisons partie des mouvements pacifistes et anti-guerre issus de cela. Donc vous savez, il y a des Quakers qui pensent que nous devons simplement mener une vie bonne, une vie pieuse, et ne pas trop nous engager en politique, parce que la politique est une affaire sale. Et il y a d'autres Quakers qui ont joué un rôle de leadership dans de nombreux mouvements progressistes importants ici aux États-Unis, en Grande-Bretagne et ailleurs, comme le mouvement contre l'esclavage ou le mouvement pour les droits des femmes ou autres. Donc je comprends que même au sein d'un même mouvement ou courant religieux, il peut y avoir des personnes qui souhaitent s'engager politiquement. Et d'ailleurs, cela m'inclut aussi. Et il y a des gens qui pensent, vous savez, non, il faut juste être pieux, spirituel et tout ça. Et je pense que, certainement pour nous les Quakers, et peut-être que c'est pareil dans certaines églises catholiques, j'ai des amis
qui travaille avec Pax Christi ici aux États-Unis, qui est une organisation catholique très engagée. Mais il y a beaucoup de catholiques qui ne veulent pas s'impliquer en politique. Je pense que les pressions de la vie en Palestine sous une occupation militaire prolongée ont vraiment poussé tout le monde là-bas à participer d'une manière ou d'une autre au mouvement de résistance politique. D'après ce que je comprends, la différence entre l'OLP et le Hamas, c'est que l'OLP ne considère pas la résistance de la même manière que le Hamas. Le problème que je vois avec l'OLP, c'est qu'elle a perdu beaucoup de territoires en Cisjordanie. Si on regarde la Cisjordanie aujourd'hui, ce ne sont plus que quelques points sur la carte. Donc les habitants de Gaza regardent la Cisjordanie et se disent « Si c'est ça notre avenir, pourquoi devrions-nous croire en ce que dit l'OLP ?» Désarmer le Hamas, désarmer le mouvement à Gaza. D'une certaine manière, ils ont l'impression qu'en faisant cela, ils donnent volontairement leur terre à Israël. C'est ce que j'ai l'impression de voir. Selon vous, quelle est la différence entre les deux? Et pourquoi les habitants de Gaza préféraient-ils le Hamas à l'OLP? Oh mon Dieu, c'est une grande question. Je veux dire, vous avez tout à fait raison de dire que beaucoup de gens, et pas seulement le Hamas, de nombreux Palestiniens, regardent avec consternation les résultats de l'engagement de l'OLP dans le processus d'Oslo pour ses partisans en Cisjordanie. Dès le début, l'autorité palestinienne, cette autorité intérimaire d'autogouvernement palestinienne, n'a pas pu exercer de juridiction ni de capacité administrative à Jérusalem, Jérusalem-Est, qui est, vous savez, un territoire occupé. Cela fait partie de la Cisjordanie, mais ils n'ont pas été autorisés à s'y rendre. Alors ils ont leur petite soi-disant capitale à Ramallah, à une quinzaine de kilomètres de là. C'est une parodie. Je veux dire, j'ai connu tant de dirigeants palestiniens formidables à Jérusalem-Est qui ont été dévastés lorsque Arafat a signé les accords d'Oslo. Je voudrais revenir sur cette question de la relation entre les deux mouvements. C'est un peu compliqué. L'OLP est l'organisation fêtière et tout au long de la période où j'ai étudié la question, on l'a décrite comme le seul représentant légitime du peuple palestinien. Elle regroupe donc plusieurs organisations différentes, dont au cœur celle dirigée par Yasser Arafat, le Fatah. D'ailleurs, le Fatah a également été fondé à Gaza dans les années 1950 au sein des concentrations de réfugiés qui s'y trouvaient. Donc, les grands fondateurs du Fatah étaient tous des Palestiniens de Gaza, des réfugiés à Gaza. Yasser Arafat, Abu Iyad, Abu Jihad, je veux dire, ils venaient tous de là, et donc ils sont le noyau de l'OLP. Le Hamas veut rejoindre l'OLP. Le Hamas a sa propre coalition, la coalition de la résistance, principalement à Gaza, mais aussi en Cisjordanie. Je veux dire, il y a beaucoup de... D'abord, il y a beaucoup de partisans du Hamas en Cisjordanie qui sont très brutalement réprimés par les forces de sécurité de l'autorité palestinienne. L'autorité palestinienne agit comme un sous-traitant de l'occupation israélienne et ces forces de sécurité ont été financées et formées par les États-Unis dans le but exprès de réprimer les forces de résistance en Cisjordanie. Donc le Fatah lui-même est en quelque sorte une organisation étrange. J'ai étudié ce mouvement pendant de nombreuses années. J'ai interviewé tous les dirigeants nationaux et beaucoup de responsables locaux. Ce n'est pas du tout une organisation unifiée, en réalité. À Gaza, les réseaux du Fatah se battent avec la résistance. Je ne sais pas comment on peut comprendre cela. Je ne sais pas comment eux-mêmes s'y retrouvent. Je veux dire, en Cisjordanie, il y a certaines unités du Fatah. Le Fatah a cette unité combattante appelée sa branche armée s'appelle les Brigades des Martyrs d'Al-Aqsa. Je crois que c'est comme ça qu'on l'appelle. Oui, les Brigades des Martyrs d'Al-Aqsa, ils combattent avec la résistance en Cisjordanie et à Gaza. Donc vous voyez, c'est un mouvement vraiment désorganisé, le Fatah.
it's a really disorganized movement, Fatah, but it manages to stay on top. Mais vous savez, elle parvient à rester au sommet de la situation politique grâce à l'aide des Israéliens et grâce aux armes et à la formation qu'elle reçoit des Américains. Donc c'est vraiment une organisation de collabos. Il faut l'appeler une organisation de collabos. Donc le Hamas souhaite s'unir avec le Fatah et le reste de l'OLP, mais sur une base nationaliste. Et vous savez, ils sont très clairs à ce sujet. Il y a donc certains gouvernements dans le monde qui ont entrepris de réels efforts pour essayer de réconcilier le Fatah et le Hamas. Parmi eux, on trouve le gouvernement algérien, la Russie dans une moindre mesure, pas beaucoup, mais la Chine, et je pense certains gouvernements du Golfe. S'ils parvenaient à cette réconciliation, cela transformerait tout l'équilibre des forces. Mon ami Moen Rabbani, j'ai d'ailleurs eu une longue conversation avec Moen à ce sujet au début de la guerre, que vous pouvez retrouver sur notre site web, est convaincu que cela n'arrivera pas tant que ce type Abou Mazen sera encore en vie. Abou Mazen a été l'auteur, le créateur, l'inventeur de tout ce processus appelé le processus d'Oslo. J'ai moi-même interviewé Abou Mazen à plusieurs reprises à Tunis à la fin des années 80 ou au début des années 90, et sa théorie a toujours été « il faut étreindre les Israéliens si étroitement qu'ils aient le sentiment de n'avoir d'autre choix que de vous accorder vos droits ». Eh bien, il étreint les Israéliens depuis lors. C'est lui qui a convaincu Arafat de rejoindre ce processus. Arafat l'a rejoint par une sorte de vanité personnelle, j'ai envie de dire. Il aimait l'idée d'être traité comme un président, ou d'aller s'exprimer à l'ONU, ou d'être sur la pelouse de la Maison-Blanche, et ainsi de suite. Mais Abou Mazen était vraiment l'auteur du processus. Donc Moen Rabbani a peut-être raison de dire qu'il n'y a aucun espoir d'unification nationale tant qu'il est en vie. Et c'est pas un jeune homme, je crois qu'il a environ 85 ans. Il s'exprimait à l'ONU, c'était ce matin, c'était hier. Il est vraiment, disons, d'un certain âge. Mais je pense que pour nous, en dehors de la Palestine, qui ne sommes pas palestiniens, il faut être très clair. La politique interne palestinienne leur appartient. Et peu importe ce qui se passe dans la politique interne palestinienne, le génocide doit cesser, tout comme l'occupation de Gaza et de la Cisjordanie. Donc vous savez, c'est un peu sur cela que je me concentre en ce qui concerne ce que les militants à l'extérieur peuvent essayer de faire. Mais je pense que dédiaboliser le Hamas est vraiment une étape essentielle. Vous savez, lorsque j'étais à Londres en mars dernier, à la London School of Economics, notre ami Yezid Sayi, qui est l'un des contributeurs de notre livre, faisait partie des spécialistes qui m'accueillaient à la London School of Economics. Et l'ambassadeur israélien à Londres est devenu absolument furieux et a essayé de faire annuler cet événement par la London School of Economics. Bref, ils ne veulent vraiment pas que les gens réfléchissent calmement et rationnellement, vous savez, en se basant sur des preuves et des faits. Ils ne veulent pas que les gens connaissent cette histoire. Comment, en regardant Mahmoud Abbas, que vous l'appeliez Abou Mazen ou Mahmoud Abbas, son parcours, pour moi d'une certaine manière, ce type est tellement, on n'a pas une image claire de lui. Vous savez, pour moi, c'est pas compréhensible. Je ne comprends pas. Que veut-il? Quel est son objectif principal? Mais à quel point est-il puissant en Cisjordanie? A-t-il ce genre d'autorité, ce genre de pouvoir, ce genre d'influence sur la population, sur le mouvement en Cisjordanie? Oui, en effet, à cause de ces forces de sécurité qu'il commande, ou que ses hommes commandent, répartis sur tous ces petits, tu l'as décrit comme des points dispersés à travers la Cisjordanie, où il y a ce minuscule territoire de l'autorité palestinienne. Mais pour qu'il puisse déployer des forces de sécurité dans une autre ville,
elles doivent traverser des zones contrôlées par l'armée israélienne. Il n'a absolument aucune indépendance d'action vis-à-vis des Israéliens. Il est une branche de l'occupation israélienne. Donc tu sais, quand tu le vois aux Nations Unies, il ressemble à un vieil homme fatigué et triste qui n'a rien à dire, aucune vision. Donc, il n'inspire pas les gens. Il y a eu une époque avec Yasser Arafat où il inspirait les populations des territoires occupés. Je me souviens par exemple en novembre 2004, lorsque Arafat est mort. À ce moment-là, il était déjà évident qu'Oslo avait échoué. Car souvenez-vous, Oslo était censé aboutir à un accord de paix définitif et à la fin de l'occupation d'ici 1999. Donc nous étions là, déjà 5 ans après la date limite, et rien ne s'était passé. Et Arafat est mort. Mais les gens sont venus par centaines de milliers pour accueillir son corps. Il est mort à Paris, dans un hôpital là-bas. Et c'était vraiment quelque chose d'énorme parce qu'il avait à l'époque, et on parle des années 1960, il inspirait les gens. Mahmoud Abbas n'a jamais inspiré qui que ce soit. C'était un comptable, vous voyez. Je pense que son travail, donc ces Palestiniens professionnels, bien éduqués, originaires de Gaza, après la Nakba dans les années 1950 et par la suite, certains sont partis dans le Golfe et ont trouvé de bons emplois là-bas, parce que les Britanniques n'avaient éduqué personne dans le Golfe. Ainsi, l'un des fondateurs du Fatah, Abu Saïd Khalil Hassan, est devenu le chef de la municipalité du Koweït, et Abu Mazen est devenu le chef de l'autorité des douanes du Qatar. Je pense qu'il était, vous savez, dans les années 70, c'était son travail de jour, pendant qu'il essayait plus ou moins de gérer les finances ou autre chose pour le Fatah, mais il n'a jamais été une personne inspirante. Maintenant, vous savez, il y a des personnes inspirantes dans la sphère palestinienne. Il y en a qui ne sont pas du Hamas. Je pense à Mustafa Barghouti en Cisjordanie et évidemment à son cousin Marwan Barghouti, qui est un prisonnier politique du Fatah. Et Marwan Barghouti est le prisonnier politique numéro 1 dont la libération est recherchée par le Hamas avec toute cette opération du 7 octobre. Donc, c'est intéressant. Je veux dire, j'ai parlé un peu du rôle particulier que jouent les prisonniers politiques palestiniens dans le mouvement international. Et ce n'est pas surprenant. Si l'on regarde n'importe quel mouvement national anticolonial dans le monde, on constate que les prisonniers politiques en sont souvent les dirigeants. Ainsi, le Hamas souhaite avoir Marwan Barghouti, espérons-le, comme chef d'un gouvernement après la fin de l'occupation. Mais il reste beaucoup de travail à faire pour que cela se réalise. Si l'on regarde les leaders charismatiques du Hamas, je tiens à dire que j'en ai interviewé un grand nombre, et beaucoup d'entre eux sont très intelligents, réfléchis et doués pour expliquer les choses. Mais ce que j'ai vraiment remarqué tout au long de mes entretiens et de mes recherches avec eux, c'est qu'ils insistent toujours sur la collégialité, sur la nécessité d'un leadership collégial, car ils ont été soumis à tant d'assassinats au cours de leur histoire, y compris, vous savez, le cheikh Ahmad Yassine, qui était le fondateur du Hamas, la tentative contre Khaled Meshal dans les années 1990, et puis, plus récemment, les assassinats ciblés d'Ismail Haniyeh, Yahya Sinwar, Mohammad Deif et tant d'autres. Et puis la tentative, il y a 2 semaines au Qatar, alors que la direction du Hamas était réunie pour évaluer et déterminer comment gérer la négociation sur le cessez-le-feu et les otages, alors qu'ils étaient rassemblés là. Les Israéliens, avec le plein soutien militaire des États-Unis, ont tenté de tous les assassiner. Mais même s'ils avaient réussi, ce qui, Dieu merci, n'a pas été le cas, je veux dire, toute cette affaire de diplomatie comme piège est scandaleuse. Nous l'avons vu en Iran, évidemment,
où la soi-disant guerre de 12 jours a été lancée, alors que les dirigeants iraniens étaient réunis pour discuter du JCPOA et de sujets connexes. Mais même si les Israéliens avaient réussi à éliminer toutes les personnes rassemblées au Qatar il y a 2 semaines, une nouvelle génération serait apparue, car ils ne dépendent pas d'un leadership charismatique. Ils s'appuient sur un leadership collectif efficace. Et je pense que ce sera leur marque de fabrique à l'avenir. Je pense que ce qui s'est passé avec Yahya Senwar, parce qu'avant l'assassinat ou la mort de Yahya Senwar, le martyr de Yahya Senwar, on nous disait que les dirigeants du Hamas vivaient en dehors de Gaza et qu'ils ne se souciaient pas de ce qui se passait à Gaza. Mais on voit Yahya Senwar se battre jusqu'au dernier moment pour Gaza. Pour moi, c'était incroyable à voir. C'était tellement marquant. On voit cet homme rester là, se battre jusqu'au dernier moment. En première ligne? En première ligne, oui. Et vous savez, avec la couverture sur la tête pour camoufler son corps des drones. Je pense que ce qui m'a aussi marqué à propos des derniers instants de Yahya Sinwar, parce que, vous savez, j'ai publié 2 livres de mon ami Rifat Al-Hariri, qui est un grand écrivain palestinien, et avant que les Israéliens ne le tuent en décembre 2023, Rifat était sur Electronic Intifada. Et on pouvait voir, il était... Je ne sais pas si vous avez vu cette dernière interview qu'il a donnée. C'était terrifiant pour lui. Il a dit, mais s'ils viennent pour moi, je n'ai pas d'armes. Je ne veux pas les tuer. Tout ce que j'ai, c'est mon marqueur expo. Et je leur lancerai, je le leur jetterai. Vous voyez. Et vous savez, heureusement, nous avons pu préserver l'héritage de Rifat et nous pourrons en reparler une autre fois. Mais je pense que lorsque Yahya Sinwar a vu le drone tueur arriver sur lui, et vous savez, nous l'avons vu sur les images du drone que les Israéliens ont affiché avec jubilation, Yahya Sinwar a lancé un bâton sur le drone. Je me suis dit, c'est exactement comme Rifat. Vous savez, Rifat disait qu'il allait lancer un marqueur expo, et Yahya Sinwar, à ce moment-là, a lancé ce qui ressemblait le plus à un marqueur expo. Mais oui, c'est vraiment trop triste, honnêtement. Mais le Hamas continue toujours. Il continue à Gaza, en Cisjordanie, dans la diaspora et dans les prisons. Une chose, ou plutôt plusieurs choses que j'ai remarquées concernant la situation à Gaza, c'est que l'administration civile là-bas, qui a été attaquée de tant de façons et dont nous parlons essentiellement comme d'une administration civile dirigée par le Hamas, continue tout de même à publier, vous savez, des rapports réguliers du ministère de la Santé, des rapports réguliers des services d'urgence. On voit encore des gens se rassembler pour prier de manière très ordonnée le vendredi. La société civile n'a pas été complètement brisée ni anéantie. Les gens conservent encore ce sentiment d'appartenance sociale. Et comme nous le savons, la résistance, les actions de résistance armée se poursuivent toujours. Et nous le voyons chaque vendredi. Ces actions de résistance armée sont totalement légales selon le droit international, que ce soit la légalité d'utiliser tous les moyens nécessaires pour résister à une occupation militaire, ou la légalité d'utiliser tous les moyens nécessaires pour résister à une domination coloniale étrangère. Vous savez, ces 2 droits sont inscrits dans le droit international. Maintenant, vous savez, je ne vais pas prendre les armes, je suis pacifiste, mais je reconnais que ces droits existent et qu'ils sont précieux pour les personnes qui doivent faire face à ces choix terribles. Comment résister à une occupation militaire étrangère? Comment résister à une domination coloniale étrangère? Donc oui, selon les règles, c'est tout ce que je peux dire. Merci beaucoup, Elena, d'être avec nous aujourd'hui. C'est un grand plaisir de vous avoir sur ce podcast. Et nous allons continuer ce type de discussion, car nous devons en apprendre davantage
sur ce qui se passe au Moyen-Orient avec la Palestine, et vous êtes l'une des sources les plus importantes dont nous pouvons apprendre. Oh, merci. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Prends soin de toi, Nima. Prends soin de toi. À bientôt.